Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts en Iran. Il n'y aura rien de tel. Ces mots n'ont pas été écrits par un général anonyme dans un rapport classifié, pas par un analyste de guerre dans une revue spécialisée, par le président des États-Unis d'Amérique, sur Truth Social, dimanche matin, avec des insultes, avec des grossièretés et avec une date précise. Donald Trump n'a pas fait dans la nuance. Il a demandé à l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz en des termes qu'aucun président américain n'avait jamais utilisés publiquement. Et il a fixé un calendrier. Lundi, la deadline ultime. Mardi, les frappes sur les centrales et les ponts civils. Mais dans la même journée, une autre nouvelle est tombée. Le pilote américain abattu vendredi au-dessus de l'Iran, porté disparu depuis lors, a été retrouvé et extrait en vie du territoire iranien. Une opération que Trump a qualifiée d'incroyable démonstration de bravoure, et l'Iran, lui, a posé pour la première fois ses conditions publiques pour une sortie de crise, des réparations de guerre, des péages sur le détroit, un nouveau régime juridique. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe entre ce dimanche soir et mardi matin pourrait être le moment le plus décisif de ce conflit depuis le 28 février. Reproduire exactement les mots de Trump est, dans ce cas précis, indispensable pour comprendre la gravité de la situation. Sur Truth Social, le président américain a écrit textuellement « Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts, le tout en même temps, en Iran. Il n'y aura rien de tel. Ouvrez le détroit ou vous vivrez en enfer. Regardez bien. » Il a ajouté des insultes directes à l'adresse des dirigeants iraniens, en termes que nous ne reproduirons pas intégralement ici, mais dont la vulgarité a immédiatement provoqué une onde de choc dans les chancelleries du monde entier. Ce détail a particulièrement troublé les observateurs internationaux. Pas tant pour le fond, Trump a déjà menacé l'Iran de destruction massive à de nombreuses reprises, mais pour la forme. Un président en exercice qui publie des insultes grossières adressées à un État souverain en temps de guerre ouverte, c'est inédit dans l'histoire de la diplomatie américaine moderne. Mais derrière le choc de la forme, il y a une substance militaire extrêmement sérieuse. Trump a nommé des cibles précises, les centrales électriques iraniennes, les ponts, des infrastructures qui, si elles sont détruites, affectent directement la population civile, l'électricité, les transports, l'eau, les hôpitaux. Pas des installations militaires, pas des sites nucléaires, des infrastructures civiles vitales. Et il a annoncé une conférence de presse à la Maison-Blanche pour le lundi. Le monde entier attend. Revenons au calendrier, parce qu'il est au cœur de tout. Le 26 mars, Trump avait fixé un ultimatum de 10 jours à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Cette deadline expire lundi. Le lendemain, selon son propre message de dimanche, les frappes sur les centrales et les ponts commenceraient. Mais dans la même journée de dimanche, Trump a déclaré à Fox News que l'Iran négociait actuellement avec les États-Unis et qu'il croyait possible de parvenir à un accord avant la deadline. Arrêtons-nous sur cette contradiction fondamentale. D'un côté, Trump annonce publiquement, avec des grossièretés, des frappes programmées sur des infrastructures civiles pour mardi. De l'autre, il affirme que des négociations sont en cours et qu'un accord est possible. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister sans que l'une d'elles soit fausse ou, au minimum, profondément instrumentalisée. Plusieurs analystes en géopolitique suggèrent que Trump joue simultanément sur deux tableaux, la menace publique maximale pour maintenir la pression sur Téhéran et la négociation discrète via des canaux indirects pour construire une sortie de crise qui lui permettra de se présenter en vainqueur. C'est la doctrine de la pression maximale poussée à son extrême limite, mais cette stratégie comporte un risque immense. Si lundi passe sans accord et que mardi arrive sans frappe sur les centrales, Trump aura perdu toute crédibilité. Et si les frappes ont lieu, les conséquences humanitaires et juridiques pourraient être catastrophiques pour Washington. Ce qui rend cette crise particulièrement fascinante à analyser, c'est que l'Iran ne se contente pas de rejeter les ultimatums. Il pose désormais ses propres conditions, publiquement, et elles sont d'une audace remarquable. Seyed Mehdi Tabatabai, haut responsable de la présidence iranienne, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne serait rouvert qu'après le paiement de réparations de guerre par les États-Unis. Et il est allé plus loin.
il a évoqué l'instauration d'un nouveau régime légal autour du détroit dans lequel les navires qui traverseraient paieraient des droits de passage à l'Iran, même après la fin du conflit. Mesurons l'ampleur de cette proposition. L'Iran ne dit pas simplement « nous referons comme avant ». Il dit « nous voulons monétiser durablement notre contrôle sur le passage maritime le plus stratégique de la planète, 20% du pétrole mondial, chaque pétrolier qui passe, chaque méthanier qui transite, tous soumis à un péage iranien. Si cette vision se concrétisait, elle représenterait une transformation radicale de la géopolitique énergétique mondiale, et elle explique pourquoi Téhéran parle depuis une position qui ressemble davantage à celle d'un négociateur en situation de force qu'à celle d'un pays sous pression militaire maximale. Dans le même temps, Tabatabaei a rejeté les menaces de Trump comme un signe de désespoir et de colère, affirmant que Washington a eu recours aux obscénités et aux absurdités par pure frustration. Mais pendant que la guerre des mots faisait rage, une opération militaire exceptionnelle venait de changer un élément crucial de l'équation. Depuis vendredi, une question occupait toutes les salles de situation à Washington. Où était le pilote américain dont l'avion avait été abattu au-dessus de l'Iran? Ce dimanche, Trump a donné la réponse. « Nous avons sauvé le membre d'équipage du F-15, sérieusement blessé mais vivant, depuis les profondeurs des montagnes d'Iran, a écrit le président sur Truth Social, une incroyable démonstration de bravoure et de talent par tous. Cette annonce change plusieurs paramètres du conflit simultanément. Sur le plan militaire d'abord, extraire un pilote blessé depuis le territoire iranien en pleine guerre ouverte est une opération d'une complexité extrême. Elle suppose des renseignements précis sur la localisation du pilote, des forces spéciales capables de pénétrer et d'exfiltrer depuis un territoire ennemi et une coordination logistique parfaite. Sa réussite envoie un signal fort sur les capacités opérationnelles américaines. Sur le plan politique ensuite, tant que le pilote était porté disparu, il représentait une vulnérabilité politique majeure pour Trump. Un Américain potentiellement capturé par l'Iran évoquait immédiatement le spectre de la crise des otages de 1979 qui avait détruit la présidence Carter. Ce risque est désormais écarté, mais cela signifie aussi que Trump a retrouvé une liberté d'action. La contrainte émotionnelle et politique liée au sort du pilote ne pèse plus sur ses décisions, et dans le contexte d'un ultimatum qui expire lundi, cette liberté retrouvée n'est pas sans conséquences. La mission iranienne auprès des Nations Unies a réagi aux menaces de Trump avec une gravité particulière. Le président américain menace ouvertement de détruire des infrastructures essentielles à la survie civile en Iran, a déclaré la mission iranienne à l'ONU. La communauté internationale et tous les États ont des obligations légales pour prévenir de tels actes atroces qui constituent des crimes de guerre. Ils doivent agir maintenant. Demain, il sera trop tard. Ces mots ne sont pas que de la rhétorique diplomatique. Ils s'appuient sur un corpus juridique réel, le droit international humanitaire, issu notamment des conventions de Genève, interdit explicitement de cibler des infrastructures civiles essentielles à la survie de la population, les centrales électriques qui alimentent les hôpitaux, les ponts qui permettent l'acheminement de nourriture et de médicaments. Ces cibles sont protégées, en théorie, par le droit international, et Trump a été directement interrogé sur ce point par le Wall Street Journal. Est-il préoccupé par l'impact de ces frappes sur la population civile iranienne? Sa réponse a stupéfié les observateurs internationaux. Non, ils veulent ce que nous le fassions, a-t-il dit, ajoutant que les Iraniens vivent déjà en enfer sous leur régime. Cette réponse a provoqué une onde de choc diplomatique. Plusieurs experts juridiques en droit international estiment que les frappes déjà réalisées sur des universités, des hôpitaux et des écoles pourraient déjà constituer des violations graves du droit humanitaire. Ajouter des ponts et des centrales électriques à cette liste représenterait une escalade juridiquement et moralement inacceptable pour de nombreux pays, y compris certains alliés traditionnels de Washington. Pendant que Trump et Téhéran s'affrontent dans cette guerre des ultimatums, le conflit continue de se propager géographiquement à une vitesse inquiétante.
Au Koweït, les centrales électriques et les usines de traitement d'eau ont été touchées par des frappes iraniennes, un pays qui n'est pas parti au conflit, mais qui se retrouve directement frappé par les représailles iraniennes contre les États du Golfe accusés d'accueillir des forces américaines. Au Liban, les frappes israéliennes se poursuivent dans le sud du pays, avec des bilans humains qui s'alourdissent jour après jour. Le Hezbollah continue de tirer sur le nord d'Israël, et le gouvernement libanais, déjà exsangue, fait face à une crise humanitaire qui s'aggrave en silence, éclipsée par les événements en Iran. Dans l'ensemble du Golfe Persique, l'Iran maintient sa pression sur les États voisins, ciblant des infrastructures énergétiques dans une stratégie qui vise à démontrer que le coût de la guerre n'est pas supporté uniquement par Téhéran, mais par toute la région. Ce tableau d'ensemble révèle une réalité que les grands discours et les ultimatums ont tendance à masquer. Cette guerre n'est pas un duel bilatéral entre Washington et Téhéran, c'est un incendie régional qui brûle sur plusieurs fronts simultanément et dont les flammes atteignent des populations civiles qui n'ont voulu ni déclencher ni prolonger ce conflit. Faisons le point sur ce moment extraordinaire que nous vivons. Trump a annoncé que mardi serait le jour des centrales et des ponts en Iran. L'Iran a répondu en exigeant des réparations de guerre et des péages permanents sur le détroit d'Ormuz. Le pilote américain a été sauvé des montagnes iraniennes dans une opération spectaculaire, et la communauté internationale appelle à un arrêt immédiat avant que les prochaines frappes ne franchissent définitivement la ligne des crimes de guerre. La conférence de presse de lundi à la Maison-Blanche sera peut-être le moment le plus regardé depuis le début de ce conflit. Trump annoncera-t-il un accord surprise, arraché in extremis à Téhéran? Confirmera-t-il les frappes sur les centrales et les ponts pour le lendemain? Ou choisira-t-il, une fois de plus, de repousser sa propre deadline en inventant un nouveau prétexte? 3 scénarios, 3 conséquences radicalement différentes pour les prix du pétrole, pour les alliances occidentales, pour des millions de civils iraniens, koweïtiens et libanais qui subissent cette guerre sans l'avoir choisie. Ce qui est certain, c'est ceci. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, l'Iran a posé publiquement et précisément ses conditions. Ce n'est plus un simple refus, c'est une négociation ouverte. Et une négociation ouverte, même dans les pires conditions, est toujours préférable à un mardi matin de frappe sur les centrales électriques de Téhéran. Le monde regarde, et lundi, il saura.